Mercredi dernier paraissait la 4e édition de l'enquête sur la sexualité dirigée par l'INSERM qui plonge dans l'intimité des Français. Un outil précieux pour comprendre l'évolution des pratiques et des normes puisque l'on peut comparer ces données à celles recueillies en 1970, 1992 et 2006. Ainsi, on sait désormais de manière scientifique que les rapports en France sont moins nombreux mais plus satisfaisants, que l'usage du préservatif recule et que le recours au stérilet comme méthode contraceptive dépasse la pilule, une rupture dans notre histoire récente. Alors quel nouveau schéma ou script sexuel en découle et plus largement comment le développement de la contraception médicalisée, notamment hormonale, a influencé la sexualité ces 60 dernières années? Pour répondre à ces vastes questions, Cécile Thomé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et vous venez de faire paraître cet ouvrage qui a paru aux éditions de la Découverte intitulé « Des corps disponibles, comment la contraception façonne la sexualité hétérosexuelle ». Merci d'être ce soir dans Question du soir. Je crois que ce qui nous a alertés, c'est le fait qu'un certain nombre de changements majeurs sont survenus dans ces toutes dernières années en France. Mais en particulier, c'est véritablement par rapport aux enquêtes précédentes, une diversification croissante de la sexualité qui se manifeste à travers un certain nombre d'indicateurs. Et en particulier, et je crois que c'est un point vraiment intéressant, des évolutions très marquées chez les plus jeunes et chez les femmes. Des évolutions qui sont bien évidemment à mettre en regard de l'évolution du contexte social, notamment en ce qui concerne l'augmentation marquée de l'autonomie sociale et économique des femmes, mais bien d'autres éléments encore. Nathalie Bajos, directrice de recherche à l'INSERM, elle était l'invitée de France Inter le 14 novembre dernier. Cécile Thomé, cette vaste enquête nous apporte énormément d'informations, de connaissances sur la sexualité des Français. Qu'apprend-on en matière de contraception ? Donc c'est une enquête qui nous permet d'avoir des chiffres récents sur la contraception et c'était quelque chose qui était vraiment nécessaire parce qu'il y a eu, comme le disait Nathalie, énormément d'évolutions ces 25 dernières années. D'abord concernant la pilule, dont l'utilisation a été divisée par 2 en 25 ans, ce qui est quand même très impressionnant, sachant que la France a une particularité, c'est qu'on est un des pays au monde qui utilisait en tout cas le plus la pilule. Donc on part de très très haut, ce qui explique aussi qu'on puisse baisser autant. Ça c'est une première chose. Ce qu'on voit aussi, c'est une augmentation de l'usage du stérilet qui a longtemps été réservé aux femmes ayant déjà eu des enfants et aujourd'hui, il commence à être plus utilisé de manière un petit peu plus large et donc finalement, stérilet et pilule sont désormais au coude à coude et c'est un grand renouvellement du modèle contraceptif français, même si la pilule demeure la méthode de contraception la plus utilisée chez les jeunes. Voilà pour cette étude de l'INSERM qui est d'abord et avant tout une étude fondée sur des données quantitatives. Vous travaillez tout autrement, Cécile Thomé, notamment avec du qualitatif, avec beaucoup d'entretiens. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça implique notamment du point de vue méthodologique? Est-ce qu'on peut considérer de la même façon la sexualité des personnes qui sont issues de milieux modestes et celle des autres? Alors, effectivement, moi, les données comme celles de l'enquête qu'on vient d'évoquer, CSF 2023, je les utilise. J'ai analysé celles des dernières enquêtes sur la contraception et sur la sexualité en France. C'est en partie dans l'ouvrage. Mais je travaille beaucoup à partir d'archives, à partir d'ethnographie numérique. Donc, allez voir en ligne. Et j'ai fait une centaine d'entretiens sur ces questions-là. Ce qui est intéressant dans l'entretien par rapport à des données plus quantitatives, c'est que ça permet d'aller chercher les motivations des gens, d'aller comprendre pourquoi les pratiques évoluent dans un sens ou dans un autre de manière beaucoup plus fine, en construisant une confiance dans le cadre d'un échange plus long. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va ensuite venir donner de la chair à ces chiffres. Là où les chiffres sont indispensables également parce qu'ils sont représentatifs, alors qu'on peut faire autant d'entretiens qu'on veut, c'est quand même compliqué d'être représentatif de la population générale. Donc, à partir de ces chiffres-là, ça permet d'aller faire des comparaisons entre les classes sociales, effectivement, et de se rendre compte, par exemple, que si on a une différence dans l'usage du préservatif dans les classes, les milieux les plus populaires et les classes les classes moyennes et supérieures, c'est parce que dans les classes moyennes supérieures, c'est un objet qui est un objet sanitaire, c'est-à-dire où on peut se dire que c'est un objet qui a une légitimité, alors que ça demeure très associé à une sexualité qui peut mettre la réputation des jeunes filles en danger dans les classes populaires. J'ai mal formulé ma question. Ma question était d'ordre méthodologique. Ce que je voulais vous demander et ce que je voulais savoir, c'était pourquoi les classes moyennes et supérieures sont plus à l'aise pour parler de sexualité. Est-ce que ça implique, là encore, dans votre travail ?
Tout à fait. Alors ça, c'est un problème récurrent qu'on a en tant que sociologue de la sexualité, mais c'est un problème plus large. C'est que le discours intime sur soi, c'est quelque chose que les classes moyennes et supérieures sont habituées à produire. Parce qu'elles vont plus chez le médecin, elles vont plus chez le psy. Et il y a une psychologisation de l'intimité qui se fait de manière plus évidente. Et par ailleurs, avec les classes plus populaires, qui ont déjà moins l'habitude de produire ce discours, il y a aussi la problématique du fait de parler face à quelqu'un qui représente une forme d'autorité, liée à une autorité médicale, une autorité scolaire, face à laquelle ils ne sont pas forcément à l'aise. Donc c'est difficile d'aller chercher des enquêtés de classe populaire, c'est plus difficile de les faire parler, mais c'est indispensable pour réussir justement à illustrer la diversité des situations en France. On parle avec vous, grâce à vous, de la contraception des Français aujourd'hui, mais je voudrais avant cela que l'on fasse un petit détour dans l'histoire. Remontons justement aux années 70. Pour nous, le problème fondamental, c'est quand même l'information sur la contraception. Enfin, il faudrait se pencher sur les raisons qui font que la contraception est si peu diffusée et si peu acceptée. Or, très souvent, au centre de planification même, les médecins disent « mais on a beau faire de l'information, les femmes n'en veulent pas ». Et on ne se pose pas les questions plus profondément. Il y a des barrages psychologiques très profonds, sûrement. Vous prenez la pilule? Non, parce que mon mari ne veut pas. Mais autrement, moi je suis pour, hein. Tout à fait. Pourquoi vous voulez pas qu'elle prenne la pilule, votre femme? Parce qu'une femme qui prend la pilule, Elle est plus libre. Elle est plus libre, oui. Vous avez peur qu'elle vous trompe? Oui, oui. Deux temps dans cette archive, une responsable du planning familial d'abord, une femme et son mari. Ensuite, il faut nous expliquer pourquoi la contraception a longtemps, très longtemps même, été un savoir masculin. Oui, et ça c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'elle est si féminisée, c'est quelque chose qui n'est pas évident à penser pour nous. En fait, quand on regarde dans les archives ou qu'on interroge des personnes très âgées sur leur vie sexuelle dans les années 60, avant l'autorisation de la contraception médicale, on se rend compte qu'on est à une époque où il y a une culture de l'ignorance sexuelle pour les femmes. Et cette archive le met très bien en valeur. Pour une femme, s'intéresser à la contraception, ce serait s'intéresser à la sexualité et donc ce serait mettre sa réputation en danger. Donc finalement, la contraception, à l'époque, c'est principalement le retrait. Et le retrait, c'est une affaire d'homme, quelque chose qu'on apprend entre hommes et qu'on met en place en tant qu'homme. Et c'est lié aussi à une forme de maîtrise de soi qui peut être quelque chose de valorisé, avec l'idée qu'on trouve dans les archives qu'un homme, un vrai, il ne donne pas un gosse à sa femme tous les ans. Donc c'est une prérogative masculine, c'est un pouvoir masculin de pouvoir décider. Ça ne veut pas dire que tous les hommes y arrivent, ça ne veut pas dire que toutes les femmes n'essaient pas de trouver des moyens de ne pas accumuler les grossesses, parce qu'une fois que la femme est enceinte, c'est elle qui doit subir les conséquences d'un avortement alors qu'il est encore interdit ou élever les enfants. Mais pour autant, ça reste quelque chose de très masculin à cette époque-là, et ça permet aussi de contrôler la femme. Dans l'extrait, il y a la question de la pilule, mais les premiers dispositifs contraceptifs, on a aussi des extraits de femmes disant moi, mon diaphragme, donc c'était quelque chose qui permettait d'éviter les grossesses, quand mon mari sort, il le prend avec lui parce qu'il veut être sûr que je ne le trompe pas. Il n'a jamais réfléchi au fait que je pourrais en acheter un deuxième. Mais on voit qu'à l'époque, il y a vraiment, ça s'inscrit dans des rapports de pouvoir et de rapports à la sexualité qui sont très genrés, assez différents d'aujourd'hui, en tout cas sur cette question de la connaissance en matière de sexualité. Le grand tournant, Cécile Thomé, c'est les années 70, la décennie 70. C'est là que la contraception devient féminine. Est-ce que c'est d'abord et avant tout grâce à la pilule ? Alors, c'est plus compliqué que ça. On aime bien dire que c'est plus compliqué que ça quand on est sociologue. Oui, mais ça fait bien, vous avez raison. C'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, si la pilule arrive en France, c'est aussi parce qu'il y a une volonté d'arriver à une sexualité conjugale plus épanouie. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ça veut dire que depuis le début du XXe siècle, et en particulier les années 30, l'idée que l'harmonie conjugale, elle passe aussi par la sexualité, elle se répand. Et avec cette idée-là, en fait, ça veut dire qu'il va falloir trouver des moyens que les hommes ne soient pas frustrés par le retrait et que les femmes puissent avoir une sexualité satisfaisante en allant aussi jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des premières choses qui se mettent en place. J'évoquais le diaphragme tout à l'heure. On va parler de bricolage féminin autour de la contraception, la douche vaginale, etc. Mais il va surtout y avoir une grande campagne menée par le planning familial pour réussir à légaliser la pilule. Et quand la pilule est légalisée, elle est vraiment légalisée comme une contraception de couple pour permettre l'harmonie conjugale. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'elle est certes utilisée par les couples, mais assez rapidement, elle va être utilisée de manière beaucoup plus vaste et elle va participer d'un mouvement plus large qui est un mouvement d'émancipation des femmes. En fait, pour comprendre ce retournement qui va se jouer là, il y a certes la pilule, mais il y a aussi le fait que les femmes aient accès à un compte en banque, qu'elles se mettent de plus en plus à travailler, qu'elles aient un accès à l'éducation plus large et c'est tout ça qui va permettre une émancipation dont l'accès aux droits reproductifs
contraceptif est un des aspects. La féminisation de la contraception dans les années 70, est-ce que les hommes l'acceptent? Est-ce qu'ils l'acceptent vite? Les premiers témoignages qu'on a, c'est comme celui du monsieur qu'on a entendu. Ils sont assez réticents parce que ça leur prend une prérogative, sauf qu'assez rapidement, ils se rendent compte que ça déporte tout le travail contraceptif sur les femmes, que par ailleurs, elles ne sont pas laissées seules avec cette liberté, parce que c'est une libération, un accès aux droits contraceptifs qui se fait sous contrôle médical. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en France. Ça explique aussi la place que va prendre la pilule chez nous. Donc, assez rapidement, les hommes vont finalement être assez contents de ne plus avoir à se préoccuper de l'aspect sanitaire de la sexualité. Et les enquêtés que j'ai interrogés, qui ont aujourd'hui plus de 50 ans, plus de 60 ans, me disent qu'à la fin des années 70, quand ils commencent leur vie sexuelle, à aucun moment ils ne se posent la question de la méthode de contraception. On est 10 ans après la loi Neuwirth et ça y est, la contraception est devenue féminine. Un mot que vous avez prononcé plusieurs fois, Cécile Thomé, c'est le mot de liberté, mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisque la libération des femmes à travers la pilule, c'est un discours qui est rapidement remis en cause tout de même. Oui, tout à fait. Alors d'abord, ça participe du mythe de la pilule parce que c'est quelque chose qu'on a construit a posteriori, l'idée que la pilule était un instrument de libération alors qu'on a vu que c'était plutôt un instrument de l'harmonie conjugale à la base. Et par ailleurs, si l'accès vraiment aux droits contraceptifs, c'est quelque chose de fondamental pour les femmes et que la pilule a été un des moyens de le faire, c'est pour autant, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, la sexualité des femmes est devenue pleinement épanouie et que ça a abolit les rapports de pouvoir. On le voit aujourd'hui avec la question des violences sexuelles qui est toujours forte dans l'espace public, même si l'enquête CSF 2023 qui est parue avant-hier montre bien qu'on va vers quelque chose où il y a plus de satisfaction pour les femmes, et ça on le voit. Dans les années 70, entre les années 70 et les années 90, il y a une augmentation de la satisfaction sexuelle des femmes. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout est réglé et on reste sur des scripts sexuels qui sont très androcentrés, c'est-à-dire très centrés sur le plaisir masculin. Quels sont les motifs qui permettent de mieux comprendre la désaffection croissante et accélérée à l'égard de la pilule à partir de 2005 ? Alors, ce qui est intéressant avec la pilule, c'est qu'on a été très très loin en France à avoir cette désaffection parce que des remises en cause de la pilule, on en voit aux États-Unis dès la fin des années 60, en Angleterre dans les années 90, et en France, ça diminue effectivement depuis le début des années 2000. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent cela. La première, c'est qu'elle était très très prescrite, donc quand on parle, c'est ce que je disais tout à l'heure, on part de très haut. Comment ça se fait, si je peux me permettre? Pourquoi on s'accroche tant en France à la pilule contraceptive? Alors, c'est des raisons structurelles. D'abord parce que la profession de gynécologue médical s'est constituée autour de la prescription de pilules. Et ça, c'est Aurore Quéclin qui a beaucoup travaillé dessus. Et parce qu'il y a une prescription à l'acte qui fait que prescrire la pilule, ça a aussi un intérêt pour le corps médical. Par ailleurs, c'est une contraception qui convient à beaucoup de monde. Donc, l'idée, c'est pas de supprimer la pilule, c'est juste de dire qu'il y a des personnes qui pourraient trouver mieux comme contraception. On est aussi un pays où il y a très peu de stérilisation, donc ligature des trompes et vasectomie, ce qui pourrait être une solution passé à un certain âge ou alors quand on ne veut pas ou plus d'enfants. Sur la désaffection, pardonnez-moi. Ouais, je vous en prie. Sur cette question de la désaffection, donc il y a plusieurs choses. Il peut y avoir une forme de méfiance envers la médicalisation. On a eu quand même beaucoup de scandales médicaux au cours des 2 dernières décennies. Il peut y avoir la volonté de supprimer, et ça s'articule à ça, la volonté de ne plus utiliser d'hormones et donc d'hormones de synthèse, donc de retrouver un corps qui ne soit plus soumis à ces hormones de synthèse, avec par exemple le stérilet au cuivre. Et il y a aussi un autre enjeu qui est celui du travail contraceptif. Et ça, c'est sur quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, parce que la pilule, c'est un médicament qu'il faut prendre tous les jours alors qu'on n'est pas malade. Il faut penser non seulement à le prendre tous les jours, mais à racheter des plaquettes tous les 3 mois, à prendre rendez-vous chez son médecin tous les ans, l'avoir toujours dans son portefeuille ou près de sa brosse à dents. Donc, c'est quelque chose de lourd. Et si la pilule demeure la contraception la plus utilisée chez les jeunes femmes, vraiment très associée à l'entrée dans la sexualité, on voit qu'au cours de la vingtaine, la désaffection grandit. Et aujourd'hui, on a ouvert un espace où on peut dire « j'en ai marre de la pilule », sans passer pour autant pour une femme qui n'a rien compris et qui veut remettre en cause les acquis de celles qui sont passées avant. Donc c'est très positif pour les femmes, c'est un droit qui s'ouvre, un choix qui s'ouvre. Est-ce que ces évolutions de la contraception ont engendré des transformations en matière de pratiques sexuelles cette fois ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine de la sexualité, ce qu'on voit au cours de la deuxième partie du XXe siècle, c'est une diversification très forte des pratiques. Et ça, l'enquête de CSF va aussi dans ce sens en montrant ce qu'on avait déjà vu avec l'enquête précédente de 2006, qu'il y a beaucoup plus de fellation, de cunnilingus,
beaucoup plus de caresses, donc d'autres pratiques. Mais ça, c'est une tendance générale. Qu'est-ce qu'on doit aux évolutions de la contraception ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, la contraception a un rôle là-dedans qui est que la pénétration pénovaginale va rester le centre de l'acte sexuel hétérosexuel. Alors, pénovaginale, j'ai appris ce terme cet après-midi en préparant l'émission. C'est l'adjectif pour pénétration vaginale. Tout à fait, d'un pénis dans un vagin. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que alors qu'il y avait cette diversification des pratiques, on aurait pu avoir une multitude de scripts avec des fois de la pénétration, des fois pas de pénétration. Sauf que la contraception, c'est quoi son but ? La contraception, son but, c'est uniquement de permettre cette pratique-là. Et en fait, en promouvant la contraception, en diversifiant la contraception, en disant qu'un rapport sexuel hétérosexuel, il doit être contracepté. Ça aussi, c'est l'adjectif. Qu'est-ce qu'on fait ? On sanctuarise le fait que cet acte-là, il est central dans le script hétérosexuel. Et donc ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est quelque chose qui est une conquête pour les femmes, mais en même temps, qui va permettre la centralité d'un acte que beaucoup de femmes trouvent très agréable, mais qui est jugé statistiquement plus agréable par les hommes. Mais auquel les femmes sont très attachées parce qu'il y a une question de fusion et que en fait, la pénétration, est associée au fait de ressentir quelque chose de vraiment fort au cours de l'acte sexuel. Donc même si elles ont moins de plaisir, ça reste important pour elles que cet acte existe et la contraception contribue à cela. Je souhaiterais vous faire entendre la voix de Martin Page. Il est l'auteur d'Au-delà de la pénétration qui a paru aux éditions Nouvelle Attila en 2018 et il s'exprimait dans cette émission intitulée Façon sexe en 2020. Tout est fait pour fabriquer des jeunes hommes et des hommes qui seront des idiots en matière de sexualité dans leur rapport avec les femmes. Il n'y a pas d'éducation sexuelle sérieuse à l'école, les parents n'en parlent pas, les copains répètent la non-éducation sexuelle qu'ils reçoivent aussi. On ne peut pas dire que la pornographie soit un univers de très grande subtilité. Dès l'enfance, en fait, ils sont éduqués à ne pas avoir accès à leurs sentiments, à ne pas savoir les exprimer. Évidemment, ça donne des adultes désastreux. Mais ça, il y a une responsabilité collective. Il faut qu'on se soucie de l'éducation des petits garçons et des petites filles pour en faire des individus qui soient plus à même d'être des adultes capables d'avoir du plaisir, d'en donner. C'est déjà une étape de reconnaître qu'on a été idiot et qu'on peut commencer à changer, qu'on peut écouter les femmes et pas simplement écouter les femmes en fait, parce que il y a plein de femmes qui n'osent pas dire les choses et qui ne diront jamais rien. Donc il faut aussi deviner, il faut décoder des attitudes. En tout cas, il faut que les mecs commencent à se poser des questions et qu'ils ne restent pas aussi idiots dans leur rapport avec les femmes. Est-ce que ce que nous dit là Martin Page d'une façon générale sur la sexualité, sur les pratiques sexuelles, peut aussi concerner en particulier la contraception ? Est-ce qu'on peut en tirer la même conclusion ? Est-ce qu'il faut là aussi faire beaucoup plus d'éducation et d'éducation ciblée en la matière ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas assez d'éducation sexuelle, mais elle a longtemps été très centrée sur la notion de risque. Et donc finalement, l'éducation à la sexualité, c'était éviter le VIH, éviter les grossesses. Maintenant, il y a la question du consentement qui est centrale. Et en fait, ce qu'il faut mettre au centre, c'est aussi la question du plaisir, parce que la sexualité, c'est censé pouvoir apporter du plaisir. Le truc, c'est que ça s'inscrit dans des rapports de pouvoir. Et si on ne comprend pas dans quel rapport de pouvoir on s'inscrit, c'est compliqué de réussir à atteindre ce type de plaisir. Et en fait, dans ces rapports de pouvoir, on revient à ce qu'on disait sur la pénétration. On a des scripts sexuels qui n'ont pas la même valeur aux yeux des gens. Il y a des scripts inférieurs qui sont ce qu'on appelle les préliminaires et puis des scripts beaucoup plus centraux comme celui avec la pénétration. Et ça, c'est difficile de remettre ça en cause. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que la sexualité, elle est à la fois... elle reflète les rapports de genre et elle en est un creuset aussi. Donc ça s'inscrit dans des rapports entre hommes et femmes qui sont beaucoup plus larges que simplement ce qui se joue au moment de l'acte sexuel. Expliquez-nous, Cécile Thomé, rappelez-nous ce qu'est un script sexuel. Le script sexuel, c'est la manière dont se déroule l'acte sexuel et les représentations qui vont autour. Donc le script sexuel le plus classique en matière, on est pour l'hétérosexualité, c'est un script avec des préliminaires, une pénétration, une éjaculation, et finalement l'idée sous-jacente à ce script, c'est que les hommes ont plus de désir que les femmes et que les femmes sont plutôt des objets de désir que des sujets de désir. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que dans la contraception, ce qui se fait, c'est non seulement un travail contraceptif, mais aussi un travail qui permet la sexualité hétérosexuelle. Un travail qui va permettre la spontanéité de la part du partenaire, parce que le corps de la femme est toujours prêt, toujours non susceptible d'être fécondé. Et puis, ça s'ajoute à beaucoup d'autres choses. La question d'épilation. On n'attend pas d'un homme qu'il porte une lingerie sexy pour exciter sa partenaire le samedi soir. Alors que de la part des femmes, il y a des attentes culturelles de ce point de vue-là. Donc, finalement, ces scripts, ils s'inscrivent vraiment dans des désirs qui sont... des représentations du désir qui sont genrées, qui sont un petit peu en train de changer. Et ça, c'est aussi un des apports de l'enquête CSF. Donc, c'est
c'est assez intéressant, mais qui reste quand même très très prégnant. Et un homme peut se vanter de ne pas avoir de plaisir, mais de donner du plaisir à sa femme. Une femme, si elle se vante de ne pas avoir de plaisir pendant l'acte, mais d'en donner à son mari, on va lui dire qu'elle n'est pas assez émancipée, pas assez libérée, et qu'elle est soumise et que ça ne va pas. Ça montre bien qu'on ne part pas du même point pour les hommes et pour les femmes. Oui, mais là-dessus aussi, Cécile Thomé, vous développez dans le livre un point qui m'a paru extrêmement intéressant. Vous expliquez que la compétence de donner des orgasmes féminins, là encore, c'est une domination masculine. Expliquez-nous pourquoi, c'est un peu contre-intuitif. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on présente toujours l'orgasme féminin comme quelque chose de très difficile à atteindre, là où l'orgasme masculin, finalement, serait quelque chose de tout à fait mécanique. Alors, d'une part, c'est quand même très réducteur pour les hommes. Et d'autre part, concernant les femmes, ce qu'on voit, et ça aussi, c'est quelque chose que CSF, que le dernier rapport montre, c'est que avec la masturbation, les femmes arrivent tout à fait à prendre du plaisir en 5 minutes, tout comme les hommes. Donc, finalement, porter un discours disant c'est vrai que c'est pas facile pour une femme d'avoir un orgasme, donc on va peut-être c'est normal qu'elles n'en aient pas à tous les coups. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à atteindre pour prouver que je suis bon, etc. C'est aussi une manière de normaliser le fait qu'elles n'en aient pas à chaque fois. Alors si on se disait que en fait, c'est pas si difficile que ça à atteindre, peut-être que il y aurait plus que ce serait plus courant d'estimer que les femmes aussi doivent jouir à chaque rapport. Recours intense sur la contraception. Est-ce qu'on observe un retour, une croissance présentement des méthodes naturelles de contraception ? Alors, ce qu'on observe, c'est 2 choses. C'est d'abord une grosse croissance de leur couverture médiatique. Donc, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Et des interrogations des femmes qui, en particulier passé la trentaine, se cherchent à comprendre comment fonctionne leur corps. Et ce qu'on a encore en tête souvent sur ces méthodes-là, c'est la méthode Ogino, la méthode du calendrier, qui sont des méthodes qui ne fonctionnaient pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, on a des méthodes qui sont les méthodes symptothermiques. Donc, on observe la température, la glaire et puis éventuellement d'autres signes qui sont assez efficaces pour déterminer la date de l'ovulation. Le problème, c'est qu'elles sont assez efficaces si on est en capacité de se former, les formations coûtent cher, si on dort le bon nombre d'heures par nuit pour prendre sa température, si on ne travaille pas en horaire décalé. Donc, il y a beaucoup de... Il y a des applications mobiles maintenant pour ça qui facilitent la tâche. Tout à fait. Donc, c'est des méthodes naturelles numériques, ce qui est quand même intéressant comme paradoxe. Ça facilite la tâche, mais du coup, là, c'est un algorithme. Donc, c'est moins de la connaissance du corps et c'est finalement remédicaliser autrement. En tout cas, réintroduire un autre tiers que le médecin dans la relation. Et l'autre risque de ces méthodes-là, qui encore une fois conviennent très bien à certaines femmes, c'est celle de l'essentialisation du corps féminin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois qu'on connaît son corps et que certaines de ces méthodes vont avec tout un discours sur le fait que comprendre ses hormones, c'est se comprendre soi-même. Et donc, le seul moment où on est productif, c'est pendant sa phase fertile. Le moment où on est sûr que ça ne va pas aller, c'est au moment de ses règles, par exemple. Et donc, qui est-ce qui va vraiment vouloir donner des responsabilités à des pauvres créatures qui sont à la merci de leurs hormones, je vous le demande. Mais je ne vais pas vous répondre ce soir. Quid de la contraception masculine ? Est-ce que là encore c'est un véritable sujet ? Est-ce que ça prend un peu d'ampleur dans le corps social ou pas du tout ? Alors, ça prend un petit peu d'ampleur. Alors d'abord, il y a des méthodes masculines qui existent. Il y a la vasectomie. Et ça, on voit que ça a doublé ces dernières années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui commence... En partant de combien parce que... En partant de pas beaucoup. Mais quand même, ça a un peu augmenté. Et surtout, la France est un des pays où il y a le moins de vasectomie. C'est des méthodes qui sont très utilisées aux États-Unis, en Angleterre. Donc là, on est vraiment un pays à part de ce point de vue-là. Donc, la vasectomie, le préservatif, je vais peut-être pas y revenir là. Mais sinon, ce qui se développe un petit peu, qui a beaucoup de couverture médiatique aussi, c'est des méthodes thermiques, donc qui consistent à porter un anneau autour du pénis en faisant sortir le scrotum et en maintenant les testicules à l'intérieur. On est très graphique ce soir. Donc, il faut le porter 15 heures par jour. Et là, il y a des communautés qui se développent autour de ça, avec des hommes qui sont dans une démarche de partage de la tâche contraceptive. Après, sur les groupes, on se rend compte que c'est beaucoup les femmes qui viennent demander les informations quand même. Mais il y a quand même quelque chose qui se développe qui n'existait pas il y a 10 ans, parce que cette question du travail contraceptif, c'est une question qui se donne à voir aujourd'hui avec cette question de la recomposition des rapports de genre, de ce qu'on peut encore accepter ou non. Et parce que ce que vous expliquez bien en quelques mots, c'est que dans les consciences, la contraception reste pour les femmes une charge difficile à déléguer malgré tout.
Oui, parce qu'une femme, enfin, elle peut rester difficile à déléguer parce que c'est la femme qui est finalement enceinte. Après, moi, ce que j'ai vu plutôt dans des couples qui pratiquaient le retrait, c'est que les femmes me disaient au début, j'avais pas confiance, puis finalement, dans notre cas, on fait attention à l'ovulation, ça marche, et je lui fais tout à fait confiance. Donc, l'idée de ces méthodes masculines, c'est pas de redonner aux hommes le pouvoir sur le corps des femmes, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour les individus et pour les couples qui le désirent. Et ça, c'est toujours quelque chose de positif. Merci beaucoup Cécile Thomé. Je rappelle que vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS et 2 conseils donc pour approfondir la lecture de votre livre intitulé Des corps disponibles, comment la contraception façonne la sexualité hétérosexuelle, qui apparaît aux éditions de La Découverte, et 13 épisodes des Pieds sur Terre qui viennent d'être publiés sur le site franceculture.fr et écoutables en ligne évidemment. 13 épisodes consacrés justement à la nouvelle sexualité des Français. Un grand merci pour toutes celles et ceux qui font cette émission avec moi chaque jour de la semaine. Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Bertie Bourdon, Fanny Richet, Pascaline Bonnet, Florian Lecalvez à la réalisation, François Richet, et aux manettes ce soir, Marie-Claire Oumabadi.